Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent pour ce webinaire qui va traiter aujourd'hui d'un sujet qui vous préoccupe tous, de par sa complexité, c'est évidemment le chômage partiel. Je sais que vous avez énormément d'interrogations, d'autant plus que il y a eu énormément de changements concernant l'activité partielle des entreprises. Donc, comme vous le savez, nous avons connu le 15 mars un arrêt brutal de l'activité économique en France et pas uniquement en France, malheureusement, également au niveau mondial. C'est une situation inédite qu'on n'a jamais connue et dont malheureusement nous ne connaissons ni les modalités ni le terme parce qu'il semble très probable que le confinement perdure. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que vous teniez le coup. Et pour tenir, il va falloir que vous préserviez non seulement votre trésorerie, mais également vos salariés, parce que quand l'activité repartira, il va falloir que vous puissiez compter sur eux. C'est pourquoi Fiducial a décidé de vous proposer deux webinaires. Donc, le premier que nous allons animer abordera ce thème de l'activité partielle plus communément connu sous le nom chômage partiel. Donc, on abordera vraiment cette thématique dans sa globalité. Et le second webinaire traitera plutôt de la trésorerie et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, nous allons être deux intervenants pour présenter ce webinaire. Donc, Maître Antoine Montant, qui est avocat directeur du département de droit social au sein de Fiducial, et moi-même, Stéphanie Pizzuti, je suis expert comptable à la direction des relations extérieures au sein du cabinet Fiducial. Donc, ce webinaire va se dérouler en 9 grandes étapes. La première, on va voir quelles entreprises ont le droit de continuer à exercer leur activité ou pas. Ensuite, on verra quand est-ce que vous pouvez recourir à cette activité partielle. Dans un troisième temps, nous aborderons les bénéficiaires de ce chômage partiel, tant au niveau des salariés qu'au niveau des dirigeants, les démarches que vous avez à faire en tant qu'employeur vis-à-vis de vos salariés, les indemnités que vos salariés vont percevoir, et je sais que c'est une question qui vous tracasse beaucoup. On abordera du coup également la partie congé, puisque ça a pas mal changé à ce niveau-là. Nous verrons l'indemnisation que vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir percevoir dans le cadre du chômage partiel. Et nous verrons toutes les démarches et les délais que vous avez à accomplir. On ira un peu plus loin, parce que là aussi, c'est une grande préoccupation pour vous. On abordera tout ce qui est notion d'arrêt de travail à travers la garde d'enfants ou les arrêts maladie, et surtout comment ça s'articule autour du chômage partiel, puisque le chômage partiel, en fait, c'est vraiment le thème principal, et tout ce qui est arrêt de travail, garde d'enfants, c'est vraiment des questions subsidiaires qui sont autour, qui sont périphériques. Et enfin, on vous donnera 2-3 préconisations. Donc, pour commencer, quelles entreprises aujourd'hui peuvent continuer à exercer leur activité? Donc, comme je vous le disais en introduction, le 14 mars, un arrêté ministériel a décidé de la fermeture des établissements qui recevaient du public. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par un nouvel arrêté du 15 mars 2020. Donc, cette période de fermeture, pour l'instant, va du 15 mars au 15 avril 2020. Bon, on ne va pas se voiler la face, il apparaît fort probable que cette fermeture perdure encore plusieurs semaines. Donc, le gouvernement a dressé une liste, en fait, des établissements qui ne pouvaient plus recevoir du public. Donc, cette liste est divisée en 8 catégories. Donc, je vous ai mis notamment les catégories M et N parce que c'est les plus courantes. Donc, les catégories M, ce sont les magasins de vente et les centres commerciaux. Et les catégories N, ce sont les restaurants et les débitants de boissons. Donc, il faut savoir que pour ces activités-là qui représentent l'essentiel de l'activité économique en France, ils sont, vu qu'ils reçoivent du public, ils doivent être fermés. Toutefois,
le gouvernement est revenu en arrière et leur a autorisé à maintenir leur activité de vente à emporter et de livraison. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, des restaurants qui vont continuer à travailler, mais uniquement en vente à emporter et en livraison. Alors, on peut se poser la question, évidemment, des gestes barrières en cas de livraison si on passe par un intermédiaire comme Deliveroo, Uber Eats ou autre. Donc, dans cette catégorie M, donc des établissements qui peuvent demeurer ouverts au public, on va retrouver également tout ce qui est entretien, réparation de véhicules automobiles, les commerces de détail alimentaire, parce qu'il faut bien qu'on puisse se nourrir, tout ce qui est commerçant de détail de journaux, de papeterie, de tabac, les activités des agences de travail temporaires, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vous avez vu un peu le panel des activités autorisées. Il faut savoir que pour ces activités maintenues, vous allez être obligé d'aménager les postes de travail afin de protéger vos salariés, mais également les clients. Donc, il va falloir que vous mettiez en place des gestes barrières, de mettre en place des règles de distanciation, de limiter les regroupements et de salariés dans des espaces réduits, mais également des clients dans des espaces réduits, et si possible, que vous mettiez en place le télétravail. Alors, selon votre activité, le télétravail, ce n'est pas forcément évident. Par contre, en effet, il va falloir que vous protégiez au maximum vos salariés. Donc, on peut le voir notamment dans les grandes surfaces. Des fois, on voit des plexiglas entre le caissier et les clients. La problématique peut se poser notamment dans des restaurations, des restaurants de restauration rapide où là, les cuisines sont tellement petites que vous ne pouvez pas assurer le non-risque pour vos salariés de contamination. Donc, je vous conseille de vous reporter aux fiches métiers que le gouvernement a établies, qui sont très, très bien faites et qui abordent toutes les questions, les consignes de sécurité. Donc, je vous ai mis le petit lien en dessous, travail-emploi.gouv. Et donc, par secteur d'activité, vous avez des fiches métiers. Donc, Antoine, je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors, si par rapport à ces fiches métiers, c'est très important de les suivre lorsque votre secteur est visé par l'une d'entre elles, tout simplement parce que vous avez une obligation de sécurité de résultats vis-à-vis de vos salariés. Et en application de cette obligation, vous devez vous référer à ces fiches métiers qui vont vous expliquer les différentes mesures de protection que vous devez appliquer au sein de votre entreprise. Concernant le deuxième point, quand recourir à l'activité partielle? Donc, il faut savoir que l'on peut recourir à l'activité partielle dans deux cas. Le premier cas, si vous faites l'objet d'une fermeture imposée par l'entreprise, et le second cas, si vous avez une réduction d'activité, qu'elle soit totale ou partielle. Donc, cette réduction d'activité, en fait, elle peut résulter soit de l'annulation des commandes. Vous avez plus de clients, plus les entreprises qui étaient vos clients ont fermé, ou toutes les réservations sont annulées. Je parle par exemple des hôtels qui sont censés, eux, rester ouverts, mais fermer la partie restaurant et bar. Le problème, c'est qu'un hôtel, en ce moment, je pense que la clientèle, il n'y en a pas beaucoup. Donc, forcément, ils seront peut-être en réduction d'activité, soit totale, soit partielle. Ou alors, vous pouvez rencontrer des difficultés d'approvisionnement ou tout simplement, vous n'avez plus de salariés. Ils ont tous exercé leur droit de retrait et du coup, c'est compliqué d'ouvrir sans salariés. Donc, c'est dans ces deux cas-là que vous pouvez recourir à l'activité partielle. Donc, quand vous êtes en réduction d'activité totale ou partielle, donc que vous n'avez pas fait l'objet d'une fermeture imposée par le gouvernement, il va falloir impérativement qu'il y ait une cessation, une réduction d'activité. Et cette cessation, cette réduction d'activité, elle doit être temporaire et collective. Donc, collective, c'est dans le sens où si vous avez plusieurs salariés, vous ne pourrez pas
mettre qu'un seul salarié au chômage partiel. Ça doit concerner l'ensemble des salariés qui occupent un même poste avec les mêmes contraintes. Et si jamais vous n'avez pas les moyens de mettre tous vos salariés en activité partielle, et ben à ce moment-là, vous pouvez mettre en place un minima, un roulement entre ces salariés. Il faut faire attention, hein. Vous ne devez pas vous devez utiliser des critères non discriminatoires et objectifs dans la mise en activité partielle de vos salariés. Ça, c'est très, très important. Donc, le roulement d'équipe peut être une solution. Alors, je vous ai mis un petit schéma que le gouvernement a publié parce que je trouve qu'il est très, très bien fait. Donc, ça vous permet de voir si vous êtes éligible ou pas au chômage partiel. Donc, on va partir de la première question, là, tout en haut. Est-ce que l'employeur est dans un secteur de l'arrêté de fermeture? Oui ou non? Alors, vous, c'est non. Donc, du coup, on passe à la question d'en dessous. Est-ce que l'employeur est confronté à une réduction ou une suspension d'activité liée à la conjoncture ou à un problème d'approvisionnement? Si c'est le cas, vous êtes éligible au chômage partiel. Si malheureusement ce n'est pas le cas, et bien là, vous descendez encore à la troisième question. Est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de vos salariés peuvent être prises par l'employeur, par vous-même? Télétravail, gestes barrières. Si c'est oui, vous êtes non éligible. Si c'est non, vous êtes éligible au chômage partiel. Concernant les bénéficiaires, alors au niveau des salariés, il faut savoir que tous les salariés sont concernés par le chômage partiel, quelle que soit leur nature de contrat de travail et leur ancienneté. Donc les CDI, les CDD, les contrats saisonniers, ainsi de suite. Par contre, j'attire votre attention, un salarié que vous aviez prévu d'embaucher durant cette période de confinement ou d'activité partielle, il fait partie de votre effectif et du coup, vous allez devoir le déclarer en activité partielle avec vos autres salariés. Petite nouveauté, les salariés au forfait annuel heures et jours bénéficient dorénavant du dispositif de l'activité partielle. Et les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, bien évidemment, en bénéficient également. Au niveau des dirigeants, alors là, on a plutôt le raisonnement inverse, malheureusement pour vous, ne sont pas éligibles à l'activité partielle. En gros, tout le monde, les travailleurs indépendants, les cadres dirigeants. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas soumis à la législation sur le temps du travail. Les présidents de SAS, parce que pour la même raison, vous n'avez pas de vrai contrat de travail en fait. Donc, en gros, à ce jour, il n'y a que les salariés qui peuvent en bénéficier. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent d'un vrai contrat de travail. Et j'attire votre attention sur les dirigeants qui vont cumuler mandat et contrat de travail, mais qui ne sont pas affiliés et du coup qui ne cotisent pas l'assurance chômage au titre de leur contrat de travail. Vous risquez de vous voir refuser le versement des indemnités de chômage partiel. Pourquoi ? Parce que cette allocation de chômage partiel, en fait, elle est cofinancée par l'État et l'UNEDIC. Donc, si vous ne cotisez pas, vous ne percevez pas d'indemnité, c'est logique. Alors Antoine, vous voulez compléter ? Alors, juste pour insister sur votre situation en tant que chef d'entreprise, dès lors que vous n'êtes pas soumis à un lien de subordination, que vous ne rentrez pas dans le cadre d'un lien de subordination entre l'entreprise et vous, bien évidemment, on ne peut pas considérer qu'il y ait un contrat de travail et par conséquent, vous n'êtes pas éligible au chômage partiel. Alors, les démarches que vous avez à accomplir vis-à-vis de vos salariés. Il faut que vous sachiez que la décision de l'employeur, elle s'impose aux salariés. Il ne peut pas refuser la mise au chômage partiel. Concernant les salariés protégés, si jamais ces derniers refusent, vous allez être obligé de lui verser la partie de salaire qu'il perd du fait de l'activité partielle. On le verra plus tard, en activité partielle, on ne perçoit pas 100% de son salaire.
Je tiens à préciser que durant l'activité partielle, le contrat de travail n'est pas rompu, il perdure, il est simplement suspendu. Et donc, je vous ai remis un petit laïus sur l'égalité des traitements, hein. Quand on est en réduction d'activité, faites attention, les salariés qui occupent un même poste doivent être placés dans une situation identique. Donc, faites bien attention et n'hésitez pas à recourir à des roulements par équipe pour éviter tout problème à ce niveau-là, hein. Concernant l'indemnisation des salariés, alors il faut savoir que vous allez devoir verser l'indemnité de chômage partiel à la même date que celle à laquelle vous versez les salaires habituellement. C'est-à-dire, si tous les 2 du mois, vous payez vos salariés, il va falloir que vous continuiez à les payer le 2 du mois. Alors, on a eu des remontées de pas mal d'entreprises qui avaient des soucis avec leur cabinet comptable parce que ces derniers n'étaient pas en mesure de fournir en temps et en heure, les bulletins de paye. Ce que je vous conseille, c'est de verser du coup un acompte de 75-80% du salaire net à vos salariés à la date habituelle, et quand les bulletins de paye seront établis, vous ferez une régularisation soit dans la foulée, soit le mois prochain. Mais pensez bien à verser au moins un acompte, hein. Vous ne pouvez pas dire à vos salariés qu'ils vont rester 15 jours, 3 semaines, voire le mois prochain sans le versement de leur salaire. Oui, alors là, je voudrais juste insister sur ce point-là. Il est extrêmement important de respecter les dates de versement de salaire, hein. C'est une obligation légale qui vous est imposée et cette obligation n'a pas été modifiée par la situation de crise. Donc, veillez bien à respecter cette date. Et comme le souligne Stéphanie, donc si vous n'avez pas le bulletin de paye qui identifie la somme exacte que vous devez verser, versez un acompte le plus important possible, donc 70-75% de la rémunération, c'est déjà bien, mais respectez absolument cette date-là. Concernant donc le montant de l'indemnité, il correspond à 70% du salaire brut horaire par heure chômée. Alors, on raisonne par heure chômée, pourquoi? Parce que si vous êtes en réduction d'activité partielle, par exemple, votre salarié, au lieu de travailler 35 heures, il va peut-être travailler que 20 heures. Donc, du coup, les heures chômées, ça va être les heures qui vont de 20 heures à 35 heures. Donc, c'est 70% du salaire brut et ça correspond plus ou moins à 84% du taux horaire net. Je dis bien plus ou moins, ça va dépendre, hein. Pareil, faites attention, l'indemnisation, elle est basée sur la durée légale du travail qui est de 35 heures, à moins qu'il y ait eu un accord de branche conclu a posteriori. Ça peut changer dans le temps, mais pour l'instant, c'est 35 heures. Donc, un salarié qui travaillait, je ne sais pas, 39 ou 40 heures, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez indemniser en fait les heures que jusqu'à 35. Donc, admettons, il travaille 20 heures aujourd'hui au lieu de 39 ou 40 heures. Les heures indemnisées seront de 35 heures moins les 20 heures travaillées. Et pareil, les congés RTT et jours fériés ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Alors, un petit point sur les heures supplémentaires et sur le maintien de la rémunération. Vérifiez bien votre convention collective en la matière, puisque dans certaines branches professionnelles, il existe des accords relatifs à l'activité partielle. Je pense notamment au bureau d'études qui exige un maintien de la rémunération à 100%. Donc, la base, la règle de droit commun, c'est bien uniquement l'indemnisation dans la limite de la durée légale, c'est-à-dire que les heures supplémentaires ne seront pas indemnisées. Rien ne vous empêche bien évidemment de maintenir la rémunération des heures supplémentaires, mais c'est un coût pour vous et ce n'est pas forcément évident en cette période. En revanche, certaines conventions, donc comme je vous le disais, prévoient un maintien de la rémunération totale versée aux salariés. Donc faites bien attention à ça. Référez-vous également aussi au conseil de votre comptable. Alors, il faut savoir que chaque salarié peut être indemnisé dans la limite de 1 000 heures par an.
Alors ça, les 1000 heures par an, c'est au jour d'aujourd'hui. Oui, alors juste Stéphanie, excusez-moi, Oui, oui, il y a un communiqué qui est sorti ce matin, comme quoi les heures sont passées à 1607. 1607, ça veut dire une année entière de chômage partiel. Bien évidemment, il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. oui, espérons en effet qu'on n'en arrive pas là. Donc voilà, voilà, donc c'est passé ce matin, parce que vu que c'était pour parler. Donc, pour les salariés qui sont au SMIC, forcément, 70% du SMIC, vous vous doutez bien que le salarié, il ne touche pas le salaire minimum, le revenu moyen minimum. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez être obligé de verser une allocation complémentaire, en fait, pour que les 70% du SMIC soient ramenés à un SMIC. Et cette allocation complémentaire, du coup, est à votre charge pour maintenir un revenu minimum moyen. Pareil, on a souvent la question, donc je vous le précise, les apprentis, c'est un maintien de salaire total. Pourquoi ? Ils touchent déjà un pourcentage du SMIC. Donc, si on leur enlève encore une décote de 30%, les pauvres, ils ne vont plus rien gagner. Il faut savoir que ces indemnisations, elles sont exonérées de cotisations sociales et patronales. Par contre, elles ne sont pas exonérées de CSG, CRDS. Pareil, l'indemnité est exonérée de taxes sur les salaires. Par contre, elle est évidemment assujettie à l'impôt sur le revenu, donc le prélèvement à la source continue de s'appliquer. Il faut savoir que l'activité partielle n'a pas d'impact sur l'acquisition des congés, donc les salariés continuent d'acquérir des congés normalement. Par contre, j'attire donc votre attention parce que l'ordonnance du 25 mars 2020 a considérablement modifié les règles relatives aux congés payés. Donc, il faut savoir que l'employeur aujourd'hui a la faculté d'imposer la prise de congé ou de modifier les dates de congé déjà posées à condition de respecter les termes suivants. Il faut qu'il y ait un accord d'entreprise ou de branche qui a été conclu. Ça ne peut pas concerner plus de 6 jours ouvrables. Ça doit concerner les jours de congé acquis. Il va falloir que vous respectiez un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Et surtout, les jours imposés ne peuvent pas l'être au-delà du 31 décembre 2020. Et si jamais il n'y a pas eu d'accord de branche ou d'entreprise, en fait, vous ne pourrez pas imposer les congés à votre salarié à moins de respecter le délai légal d'1 mois. Donc là, je pense qu'Antoine va vouloir compléter mes propos. Oui, alors en matière de congé, donc la règle de droit commun sur l'acquisition et la prise de congé n'a pas été modifiée. Il y a juste une exception, le temps de l'urgence sanitaire, où par accord de branche ou par accord d'entreprise, l'employeur va pouvoir modifier les dates de congé en imposant la prise de 6 jours au maximum. Donc, dans une petite entreprise, il est toujours délicat de mettre en place un accord d'entreprise, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les salariés sous la main. Mais en revanche, on commence à avoir des accords de branche qui ont été signés. Je pense notamment à l'accord dans les services de l'automobile qui autorise dorénavant une entreprise à imposer dans la limite de 6 jours ouvrables des congés payés à ses salariés, mais également dans la métallurgie où un accord a été signé. Donc, encore une fois, vérifiez bien l'actualité de votre branche professionnelle et de la convention collective afin de pouvoir appliquer ces mesures très exceptionnelles. Concernant l'indemnisation des entreprises, il va falloir en tant qu'employeur que vous fassiez une demande d'indemnisation auprès de l'État pour vous faire du coup rembourser les indemnités de chômage partiel que vous avez versées à vos salariés. Donc cette demande, elle se fait via le site que je vous ai mis en dessous, activitépartielle.emploi.gouv.fr. Elle se fait uniquement par voie dématérialisée et vous pouvez la faire dès le premier jour du mois suivant. Donc, il faut savoir que normalement, le délai moyen de remboursement
sera de 10 à 12 jours. Après, à voir au vu du volume si ce délai ne risque pas d'être rallongé. Concernant l'allocation, donc là on ne parle pas d'indemnité mais d'allocation que le gouvernement va verser du coup à l'employeur, cette allocation ne peut pas être inférieure à 8,03 € par heure chômée. Vous vous souvenez, on raisonne toujours par heure chômée, hein. Et donc, elle va être prise en charge à 100% par l'État, mais dans la limite de 70% de 4,5 fois le SMIC. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Comme l'a dit très justement Antoine, vous pouvez, en tant qu'employeur, décider ou la convention collective vous l'impose, de maintenir 100% du salaire de vos salariés. Or, vous l'avez vu, l'indemnité de chômage partiel, sauf si la convention vous l'impose, est de 70% du salaire brut par heure chômée. Donc, du coup, les 30% que vous avez maintenus ne vous seront pas remboursés par l'État. Ça sera à votre charge. Pareil, le gouvernement a mis une limite par rapport au gros salaire. Donc, les 4,5 fois le SMIC, ça représente 6 927 € bruts. Donc, imaginons que vous ayez un salarié qui gagne 8 000 € bruts. Vous allez donc maintenir 70% de 8 000 € bruts. Et le gouvernement, lui, vous remboursera que dans la limite de 70% fois 6 927 €. Donc, vous perdrez la différence entre les 8 000 € bruts et les 4,5 fois le SMIC qui sont 6 927 €. Et pareil, donc vous devez en tant qu'employeur remettre aux salariés en fin de mois un document qui va indiquer le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. Bien sûr, ces mentions peuvent figurer sur le bulletin de paye, hein. Et en dessous, je vous ai mis un petit lien, c'est un simulateur qui est en ligne pour que vous puissiez estimer le coût pour votre entreprise. Alors, concernant vos démarches et les délais pour vos demandes de mise en chômage partiel, il existe deux cas de figure. Donc, le premier, c'est si jamais l'entreprise a moins de 50 salariés, à ce moment-là, vous allez devoir informer par écrit vos salariés de leur mise en chômage partiel. Vous allez devoir préciser la durée prévisionnelle de l'activité partielle puisqu'on ne la connaît toujours pas, la durée exacte, et également le nombre de salariés concernés. Si jamais vous êtes une entreprise qui dispose d'un CSE, donc comité social économique, donc généralement ce sont les entreprises qui ont plus de 50 salariés, la procédure est différente. Vous allez devoir consulter obligatoirement votre CSE. Par contre, le gouvernement a allégé un peu les contraintes. C'est-à-dire, vous allez pouvoir solliciter l'autorisation de la directe pour la mise au chômage partiel sans attendre l'avis du CSE. Par contre, vous devrez préciser dans votre demande la date prévue de consultation de ce CSE et vous avez 2 mois pour communiquer à la directe l'avis du CSE. Alors, à ce sujet, un petit commentaire concernant votre obligation en matière de CSE. Donc, cette obligation ne change pas, c'est-à-dire que dès lors que vous employez au moins 11 salariés, vous avez l'obligation de mettre en place le comité social et économique, mais dès lors que vous êtes en dessous de 50 salariés, vous n'avez pas l'obligation de le consulter pour la mise en place de l'activité partielle. Donc ça, c'est une sorte de revirement de situation que l'on a connu cette semaine de la part du ministère qui, jusqu'à présent, avait demandé à ce que tous les CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise, soient consultés. Donc, moins de 50 salariés, vous n'avez pas l'obligation de consulter. Plus de 50, vous avez bien évidemment l'obligation de consulter. En revanche, votre obligation en matière de CSE en tant que telle demeure. C'est-à-dire que dès lors que vous avez atteint le seuil de 11 salariés, vous devez mettre en place. La seule chose qui est possible pour l'instant, c'est de mettre en veille votre obligation, c'est-à-dire que vous devez attendre le 25 mai au plus tôt, qui est la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour procéder aux élections. Il faut savoir que la directe, elle dispose d'un délai de 2 jours
maximum pour vous autoriser le recours à l'activité partielle et que si jamais vous n'avez pas de réponse dans ces 48 heures, ça vaut acceptation. Tout refus de la directe, en fait, doit être motivé. Hein. Ils ne peuvent pas juste vous dire non. Ils doivent motiver le refus. L'activité partielle, eh ben, elle peut être accordée pour une durée de 12 mois maximum. Évidemment, si vous avez fait une demande juste pour un mois parce que vous étiez très optimiste, vous pourrez renouveler cette demande. Hein. Et pareil, vous avez jusqu'à 30 jours à partir de la date de début de chômage partiel pour effectuer votre demande auprès de la directe. Et ne vous inquiétez pas, c'est avec un effet rétroactif. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'aucune demande rectificative ne peut être effectuée. Donc, soyez très prudents. Alors, concernant la garde d'enfants, donc ça, on sait que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Il faut savoir que dans le cadre de la fermeture des établissements scolaires, hein, des crèches, le salarié, et cette fermeture, en fait, ces fermetures ont lieu en amont, si vous vous souvenez bien de la quarantaine. Les salariés, certains salariés ont été contraints de rester à domicile pour pouvoir garder leurs enfants parce que certains ne pouvaient pas se garder tout seuls. Donc, il faut savoir que cet arrêt de travail dérogatoire, hein, la garde d'enfants parle d'un arrêt de travail dérogatoire, peut aller jusqu'à 21 jours à partir de la date de début de l'arrêt déclaré. Par contre, vous avez des conditions à respecter qui sont avoir des enfants de moins de 16 ans. Un seul parent ne peut se voir accorder l'arrêt de travail parce qu'il part du principe que vous êtes censé être capable de gérer vos enfants seuls. Vous n'avez pas besoin de votre conjoint pour le gérer. Et d'ailleurs, il faudra que vous fassiez une attestation sur l'honneur. Hein. Et également, il faut que votre entreprise ne soit pas en mesure d'accorder le télétravail à ses employés. Donc, Antoine, je ne sais pas, vous voulez compléter par rapport à… Oui. Alors, je pense qu'il faut vraiment revenir aux raisons qui sont à l'origine de cet arrêt garde d'enfants. Hein. C'est tout simplement parce que les établissements scolaires étant fermés, il n'y avait plus de possibilité pour les parents de trouver un mode de garde alors qu'ils devaient travailler. Ce qui veut dire que, à défaut, si un des parents, s'il y a les deux parents au domicile, ou bien si un des parents peut rester au domicile alors que l'autre peut continuer de travailler par télétravail, il n'y a qu'un seul des parents, bien évidemment, qui peut bénéficier de cet arrêt. Également, on le verra peut-être un peu plus loin, se pose la question de l'articulation entre l'arrêt garde d'enfants et d'autres moyens type télétravail ou bien chômage partiel. Concernant le télétravail, bien évidemment, si le salarié peut être en télétravail, il ne peut pas bénéficier de l'arrêt de garde d'enfants. Et si l'entreprise est en chômage partiel total, c'est-à-dire qu'elle est totalement fermée, là aussi, l'administration, depuis cette semaine, considère que le salarié peut rester à la maison. Donc, il ne pourra pas cumuler à la fois chômage partiel et arrêt de travail, ce qui fait que l'arrêt de travail s'arrêtera au moment où l'entreprise mettra en œuvre le chômage partiel. Alors, il faut que vous sachiez que vous pouvez, par contre, fractionner cet arrêt ou le partager avec votre conjoint. C'est-à-dire, par exemple, une semaine, c'est vous qui êtes en arrêt de travail pour garde d'enfants et la semaine d'après, c'est votre conjoint. Ça, c'est tout à fait possible. Ça va être à vous en tant qu'employeur de télédéclarer l'arrêt de travail de vos salariés. Donc, je vous ai mis le site, c'est déclare.amélie.fr. Et si jamais le besoin perdure au-delà des 21 jours, vous pourrez renouveler cet arrêt. Il faut savoir que l'indemnisation, elle est sans délai de carence et sans condition d'ouverture de droit. Donc, les salariés percevront des IJ au même taux que pour un arrêt maladie classique et vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir le compléter. Donc, les 30 premiers jours jusqu'à 90% de la rémunération brute et les 30 suivants jusqu'à 70%.
Donc, concernant cette fameuse articulation de l'activité partielle et des arrêts maladie, qui n'est pas toujours évidente, on l'a scindé en 3 cas. Donc, le premier cas, c'est si jamais le salarié est en arrêt de travail pour maladie avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Donc, arrêt maladie, c'est pas pour garde d'enfant, hein, c'est s'il était malade, s'il a eu le Covid-19, voilà, toutes les maladies qui existent. Donc, il faut savoir que le salarié va rester en arrêt maladie indemnisé jusqu'à la fin de son arrêt, que évidemment, du coup, il y a un ajustement en fait du versement complémentaire de l'employeur sur l'activité partielle. Donc, il ne sera pas indemnisé comme il aurait dû l'être, il sera indemnisé jusqu'à 70% de son salaire brut comme s'il était au chômage partiel. Et à la fin de son arrêt, il va basculer en chômage partiel. Dans le second cas de figure, c'est si le salarié est en arrêt dérogatoire pour garde d'enfant avant la mise en activité partielle de l'entreprise. Parce que forcément, comme vous l'a dit Antoine, de toute façon, généralement, on était en arrêt pour garde d'enfant avant la mise en activité partielle et dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Donc, il y a 2 cas de figure. Si jamais l'entreprise elle est totalement fermée, à ce moment-là, l'arrêt de travail, il n'a plus lieu d'être. Donc, il est interrompu et le salarié va passer en activité partielle. Donc, l'employeur va signaler en fait à l'assurance maladie la fin anticipée de l'arrêt ou alors, il est possible qu'il attende la fin de l'arrêt et puis après, le salarié basculera en activité partielle. Et forcément, dans ce cas-là, la prolongation ou le renouvellement de l'arrêt est impossible, hein. Et le deuxième cas de figure, c'est si l'entreprise est en réduction d'activité. Alors là, on ne peut pas cumuler l'activité partielle et l'arrêt de travail. Et du coup, dans ce cas-là, vu qu'on ne peut pas cumuler, forcément, on peut prolonger ou renouveler l'arrêt de travail parce que l'entreprise, du coup, continue à être ouverte, même si c'est à temps partiel. Mais vous, il faut quand même que vous gardiez vos enfants. Donc, vous ne pouvez pas reprendre le travail. Et enfin, le troisième cas, c'est si le salarié est en activité partielle, puis il tombe malade, hein, il a peut-être chopé le Covid-19. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, l'activité partielle va s'interrompre jusqu'à la fin de l'arrêt maladie. Et là, c'est pareil, l'indemnisation du salarié se cale sur l'indemnisation du chômage partiel, soit 70% du salaire brut. Donc là, je pense qu'Antoine voulait sûrement étayer mes propos, hein. Alors là-dessus, oui, quoi, là aussi, la logique est toujours la même et puis elle se comprend parfaitement. C'est-à-dire qu'en arrêt maladie, un salarié ne peut pas percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler. Donc, dès lors que l'entreprise est en activité partielle, qu'il y a une diminution de la rémunération pour ceux qui travaillent, eh bien, celui qui est en arrêt également suivra le même régime, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution du complément employeur. Il n'y aura pas de diminution des indemnités journalières perçues, mais il y aura une diminution du complément employeur. Concernant ce complément employeur, donc celui-ci, bien évidemment, est obligatoire. Toute entreprise, tout employeur a l'obligation de maintenir le salaire des salariés en arrêt maladie. Et là, encore une fois, vérifiez votre convention collective puisque celle-ci va régler la question du complément, soit en faisant intervenir la prévoyance, soit en vous obligeant vous-même à intervenir. Donc, au niveau des préconisations, alors déjà, j'attire votre attention, hein, le dispositif, comme vous pouvez le voir, ne cesse de changer, hein, il n'est pas complètement stabilisé. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui avec Antoine n'est peut-être pas vrai demain. Donc, concernant vos demandes de mise en activité partielle, il faut bien les étayer, hein. Soyez bien précis, motivez le recours au chômage partiel, faites bien apparaître les circonstances, hein, mettez pas juste coronavirus, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez par exemple si vous avez pour justifier d'une baisse d'activité, vous pouvez mettre les relevés de tickets de caisse pour bien montrer que vous avez beaucoup moins de clients et une grosse perte de chiffre d'affaires. Donc pensez bien à constituer un bon dossier. Pareil,
prévoyez large, hein. Donc, pour couvrir un nombre suffisant de salariés, mais aussi au niveau de la date de fin. Vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir, il vaut mieux que vous prévoyiez large, quitte à revenir en arrière après. Je pense que vous êtes d'accord, Antoine, avec moi là-dessus. Oui, tout à fait. Donc du coup, on vous remercie hein, pour votre attention. Antoine voulait dire un petit mot Oui, de fin. peut-être en conclusion, alors passé l'état de sidération qu'a créé la crise hein, et la suspension des activités, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez dorénavant mettre en place une réflexion stratégique hein, concernant l'utilisation de ces différentes options, à la fois l'activité partielle totale, l'activité partielle réduite, la combinaison avec les arrêts maladie, que ce soit garde d'enfants ou autre, le télétravail bien évidemment. Euh, il ne faut pas se jeter à corps perdu dans l'une ou l'autre de ces mesures. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre en perspective, surtout d'une reprise d'activité, même si pour l'instant les pouvoirs publics nous laissent entendre que cette reprise sera longue, en tout cas qu'il faudra attendre un moment avant que le déconfinement soit total, eh bien, il faut mettre en place cette préparation de reprise et voir quelles sont les combinaisons les plus intéressantes pour vous. Prenons un exemple tout simple, dans la restauration, on sait que la reprise va être longue et va être fastidieuse parce que les clients ne vont pas revenir tout de suite d'un coup dans le restaurant. Donc, il va falloir peut-être penser d'abord à une activité partielle totale et puis petit à petit une activité partielle réduite pour enfin terminer vers une activité tout à fait normale. Donc, toutes ces mesures ont été prises pour aborder la crise d'une manière la plus sereine possible, mais aussi pour pouvoir reprendre après. Donc, ayez toujours ça en tête. L'activité, certes, est arrêtée maintenant, mais bien évidemment, elle va reprendre d'ici quelques semaines et il faut que tout le monde soit sur le pont pour le faire. Tout à fait, hein. Antoine a tout à fait raison. Il faut vraiment que vous ayez une vision stratégique hein, de votre entreprise au jour d'aujourd'hui, c'est primordial. Et d'ailleurs, donc, sachez que nos 600 agences fiduciales sont mobilisées, hein. Tous nos experts comptables, nos avocats, nos collaborateurs, ainsi de suite, sont là pour vous accompagner au mieux hein, dans cette période difficile. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations en fait sur le site internet fiduciel.fr où il y a un dossier nommé coronavirus qui vous traduit de manière abordable, je vais dire, toutes les réglementations qui paraissent. Je vous remercie pour votre attention. Merci.